Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie Un Point un Trait, en partenariat avec Radio Lodève. Alors, votre date de naissance est sujette à caution. Pour certains, vous seriez né environ 555 ans après la mort de Jeanne d'Arc, et pour d'autres, 1782 ans après la naissance d'Héliogabale, soit plus précisément 37 ans après la naissance de Chériline Sarkisyan. Guillaume Lebrun, bonjour. Bonjour. Alors après Fantaisie guerrière vient de paraître aux éditions Bourgois votre ouvrage Ravagé de splendeur, qui nous plonge dans la période du règne d'Héliogabale, qui fut empereur à Rome du IIIe siècle. Mais dans quel état était l'Empire en l'an 217 ? Alors, l'Empire en l'an 217 était totalement à la ramasse. On ne savait plus quel empereur désigner pour monter sur le trône, enfin pour se saisir des chaises impériales. Donc, profitant de l'assassinat de Caracalla, qui est le dernier empereur qui était considéré comme légitime, la branche syrienne décide de pousser sur le trône leur petit-fils, qui est prophète, qui est prêtre de Baal, et donc il s'appelle donc Héliogabale. Alors, donc arrive la famille Sévère. Oui, voilà. La dynastie des Sévères, qui était... trois femmes prénommées Julia, ainsi donc Alexandre, et un jeune homme, Varius Avitus Bassianus. Oui. Cette famille, partie de Syrie, donc arrive à Rome. Alors comment Héliogabale remplace-t-il le pouvoir romain ? Déjà, quand il arrive, le premier scandale, c'est qu'il arrive évidemment avec son dieu, donc le dieu Baal, qui est un dieu considéré comme barbare, et on s'imagine tout de suite qu'il va remplacer la religion romaine. Et d'ailleurs, il arrive avec ce qu'on appelle un béthyle, la pierre noire des Mèses, qu'on peut retrouver parce que Kubrick y fait référence dans 2001 l'Odyssée de l'espace, l'auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace, dont le nom m'échappe, il faisait déjà référence, mais c'est une allusion directe à ces grandes pierres noires qu'on vénérait notamment en Orient. Et puis, moi au départ, je pensais que j'avais affaire à une grande folle, flamboyante et extravagante. Et plus je me suis penché sur la vie d'Héliogabale, plus je me suis rendu compte que c'était une jeune femme trans, tout aussi extravagante et flamboyante, pansexuelle, polyamoureuse et sadomasochiste. Ce qui évidemment, à Rome, était de légers petits problèmes, mais quand même, ça faisait beaucoup pour une seule personne qui en plus n'avait pas la peau blanche. Donc c'était surtout ça, je crois, le problème principal, c'est que c'était la famille impériale, certes, mais quand ils ont vu arriver un arabe, c'était plus compliqué. Alors, pour recontextualiser aussi, parlez-nous des Vestales, ces femmes initiées dès l'enfance pour maintenir le feu. Que représentent-elles ? Que sont-elles et quelle religion sont-elles issues ? Alors, c'est la religion. Être Vestale, c'est la façon la plus dogmatique d'être une romaine. Les Vestales étaient des prêtresses de la déesse Vesta, donc le feu sacré du temple devait toujours être jour et nuit alimenté. Et c'était aussi, paradoxalement, elles étaient enfermées dans le temple, elles devaient 30 ans. Elles devaient rester 30 ans dans le temple de Vesta, mais c'était aussi les femmes les plus libres de Rome. Elles étaient émancipées de leur père, elles devaient rester vierges, elles pouvaient circuler librement. C'était toute personne qui touchait une Vestale comme ça, risquait la prison et divers châtiments. Évidemment, plus on faisait du mal à une Vestale, plus les tortures étaient gigantesques. Donc, ce sont à la fois donc des femmes qui représentent la rectitude, la droiture, et qui doivent se comporter aussi selon certains préceptes de grâce, d'élégance. Dès le début, la narratrice, qu'on suppose être Aquilia, dit « Comme toutes les Vestales avant moi et toutes celles qui suivront, je n'ai aucune illusion sur ce que je laisserai à l'histoire. » Quelques lignes à peine, rajoutez-vous quasiment. Alors, est-ce l'effacement de la femme face aux rites et croyances ou l'invisibilisation d'Aquilia encore aujourd'hui dans les livres d'histoire ? Oui, c'est l'invisibilisation de la femme en général dans l'histoire, c'est l'invisibilisation d'Aquilia en particulier, parce qu'effectivement, il n'a que 4 lignes. Alors que voilà une Vestale donc, qui aurait dû mourir à l'ombre de son sacerdoce, et rester vierge, et qui a été 2 fois impératrice. Et pourtant, si vous cherchez sur Internet ou même dans les livres qui parlent de cette période, on a 4 lignes. On sait 4 choses sur elle. Bon, elle a été 2 fois impératrice, elle était laide,
Et elle a On va survécu. revenir sur sa laideur. Je vous proposerai de lire quelques lignes. Alors spoiler, divulgachage, c'est la seule à survivre. Elle survit à Héliogabale, donc c'est assez inexplicable aussi qu'elle ne soit pas assassinée. Vous parliez de la laideur d'Aquilia. Je vous propose d'en lire 2 passages. Moi qui dans les miroirs de verre et de phingite ne constate qu'une hideur. Ce n'est pas uniquement mon point de vue, on me le répète assez souvent. Mes sœurs en premier lieu. Et ce quotidiennement, depuis que je suis en âge de comprendre que j'ai un corps. On enjolive mon drame silencieux d'interjections et d'adverbes, on me chuinte des adjectifs à l'oreille pour atténuer la peine qu'on m'imagine ressentir. Hélas, malheureusement, ma pauvre, les poudres ne peuvent couvrir ton étrangeté. Tes yeux sont l'un au sud de l'autre, l'autre à l'ouest, pardon, pas du tout. Et ce nez qui accroche ton profil, et le regard, et cette bouche molle, sois heureuse d'avoir été acceptée par la déesse, tu aurais vécu seule ou tu aurais été tuée. Soit. Moi, mes Gloria, je ne pensais pas figurer dans vos favorites. Ah, mais je ne t'aime pas du tout, je ne t'ai jamais aimée. Quand tu étais petite, je rêvais de t'étouffer. Toutefois, nous vivons des temps obscurs, et tu es, disons, la plus à même de résister à la tentation. Tramas putidas, ça veut dire tête de sac poubelle pourri, en latin. C'est-à-dire, en voyant, tu n'as pas de miroir, tu es laide, formidablement laide, même il faut le reconnaître. À ce niveau-là, c'est presque du génie de la part des dieux. Rien ne va ensemble, cet œil qui merde à l'autre, les cheveux pleins de nœuds, ce nez qui te couvre la bouche, et heureusement car tes dents ressemblent à un cimetière. Tes seins ne sont pas à la même hauteur, je suis persuadé que tu as un pied beau. C'est ce qu'il nous faut. Alors, merci pour ces lectures. Vous décrivez Aquilia comme laide. De quoi la laideur féminine est-elle la représentation ? Justement, je me suis demandé, au-delà de la laideur féminine, ce que ça voulait dire d'être considéré par la totalité de ses contemporains comme laid ou laide, objectivement laid ou laide, et comment, alors qu'on est considéré comme ça, l'être le plus puissant du monde, l'impératrice ou l'empereur, comme on veut, vous trouve extraordinaire. Ça, cette espèce de basculement qu'il y a entre elle, Aquila, qui se considère comme laide, et finalement qui devient l'amour, le grand amour de l'empereur, c'est quand même assez... Voilà. Et je pense que ça fait scandale, le mariage d'Héliogabale et d'Aquila fait scandale, puisqu'elle est donc prêtresse de Vesta et qu'elle doit rester vierge. Si elle avait été belle, il y aurait eu scandale, mais le scandale aurait été un peu moindre. Parce que là, pourquoi, comme ça, renverser la société pour une femme laide ? Donc c'est quand même, voilà. Enfin, c'est des questions que je me suis posées. J'ai pas les réponses, mais en tout cas, c'était. Parce que Héliogabale, lui, trouve de la beauté chez elle. Oui, c'est ça. Elle le fascine, et elle le fascine immédiatement. Alors, est-elle réellement laide, ou c'est une façon que vous avez d'interpréter ce personnage, ou y a-t-il une érotisation de la laideur de votre part ? Peut-être. Oui, je pense que... Alors par contre, ça c'est historiquement vrai qu'elle était laide. Tout le monde le dit. Et je trouve que c'est avec une violence absolue, c'est-à-dire la très laide Aquilia. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'est que la laideur chez les Romains. C'est la disproportion. Alors elle n'était pas grosse, mais elle devait avoir quelque chose dans le visage qui n'était pas symétrique, disons. Donc je la vois, si je pouvais dessiner, je pense que je pourrais vous la dessiner telle que je l'imagine. Et je pense qu'il est possible qu'elle ait une laideur objective. Mais cette érotisation de la laideur, oui, bien sûr, puisqu'Héliogabale se considère comme une créature. Il considère son amant Héroclès comme une créature. Et donc Aquilia est elle aussi une créature par son physique. Elle ne rentre pas dans les normes. Je pense que c'est ça qui l'intéresse aussi. Alors, vous interrogez, donc page 117, du bonheur. Vous dites que c'est cet abcès qui finit toujours par crever. Et quand il éclate, on n'a même plus la force de nettoyer le pus. Vous dites, on ne sait pas qu'on est heureux, on ne fait que constater qu'on ne l'est pas. Malgré ses tentatives de jouir de la vie, du pouvoir, Héliogabale pouvait-il s'imaginer heureux ? Non, je pense que... Je vais dire des phrases définitives comme Marguerite Duras. Je pense que le bonheur n'existe pas, en réalité. Je pense qu'être heureux, c'est un simulacre. C'est un moment dans la vie, mais être heureux tout le temps, c'est un cas psychiatrique. Donc en fait, le bonheur, alors quand on connaît vraiment le bonheur, le principe du bonheur, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrête. Soit on meurt, soit le bonheur s'arrête, et je trouve que c'est épuisant de devoir recommencer à vivre petit à petit après avoir connu cette high level de l'existence et repartir de zéro. Franchement, je préfère... je trouve ça assez pénible.
Le bonheur est pénible. Oui, parce que c'est très bien, puis on sait qu'on est heureux, enfin, on sait pas qu'on est heureux, justement, c'est quand ça s'arrête, qu'on se dit, ah merde, c'était pas si mal, finalement, cette vie-là, qui a complètement disparu, et dont à laquelle je vais devoir renoncer. Alors, vous décrivez au début de l'ouvrage Gloria, donc là, la grande Vestale, comme une femme blonde qui postillonne lors de sa logorée, présentant l'arrivée du nouvel empereur, cet arabe, ce Syrien, dit-elle. En quoi son discours fait-il écho à l'actualité ? Sa plus grande terreur, c'est d'être grand remplacé. J'utilise le terme grand remplacé. Alors, il y a beaucoup trop d'Arabes, de Noirs, de Juifs à Rome pour elle. Hein, c'est vraiment insupportable, tout ça. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blanc, il n'y a plus de blanc. Alors, Gloria représente deux choses. Les idées politiques qui circulaient à l'époque d'Héliogabale, cette idée que tout d'un coup les barbares allaient renverser l'empire et particulièrement les chrétiens allaient prendre la place, ce qui n'était pas faux en tout cas pour les chrétiens. Et puis c'est aussi un personnage qui m'a été inspiré par Antonin Artaud et sa manière de décrire justement notamment les femmes romaines, qui lui, il décrit avec beaucoup de misogynie. Alors, je ne sais pas si ma description est misogyne, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de la représenter comme une espèce de folle furieuse, raciste et... Rien à voir avec un personnage contemporain. Oh non, vraiment, rien du tout. Non, j'ai cru. non, vraiment, rien à voir. Aucune référence à... Bref, je trouve que Mélenchon est de droite, donc voilà. Je vais vous proposer d'entrer aussi dans l'ouvrage à nouveau en lisant la page 104. Alors je fais venir des médecins, et à tous je répète la même chose. Je ne veux plus de cette abomination entre mes jambes. Je veux ce que possède Aquilia, ce sexe de femme grâce auquel je pourrais être complète. On me répond impossible, on refuse, on m'explique que j'en mourrai. J'en reste des heures claustré dans la chambre, à lire des traités de médecine qui affirment que je n'existe pas. Je ne veux pas d'un simple trou, je ne veux pas de trou pour être pénétré, je ne veux pas ressembler à une femme, je suis une femme. Je veux ce que les femmes ont entre les cuisses, pas pour satisfaire un homme, pour être moi, pour me sentir moi, que ce corps ne soit plus étranger, que ce corps sacré m'appartienne. Oui, je veux la gloire d'un corps qui n'aura pas encore vécu. Le bruit du monde feule comme un animal sauvage à mes oreilles. Je suis le soleil par lequel entre la nuit et m'empoisonne. Ils ne me comprennent pas. Alors à travers ce roman, vous abordez aussi les questions contemporaines de la transformation sexuelle ou de la question queers, soulevée par ce personnage du IIIe siècle, Héliogabale. En quoi est-il important de rappeler que ces questions sont aussi anciennes que l'humanité ? Eh bien précisément parce qu'aujourd'hui on vit dans un moment où notamment les personnes trans sont considérées comme le symbole de l'effondrement civilisationnel, alors qu'en réalité les personnes trans existent depuis toujours. Alors ça on le savait, mais avec Héliogabale on a quand même un exemple frappant qui date d'il y a près 1700 ans, donc 17 siècles. Il y en avait avant, bien sûr, en Grèce, etc. Et ça, ce n'était pas ma volonté première de faire un livre sur la transidentité. C'est juste, comme j'ai découvert qu'Héliogabale était une femme trans, forcément, ça a changé ma manière de le décrire, de la décrire, de l'envisager. Et je trouvais sa modernité était encore plus soulignée par elle-même, parce que les médecins, elle les a fait venir, elle les a fait chercher, elle fait changer ses pronoms au Sénat. Elle explique qu'à partir d'aujourd'hui, on ne l'appellera plus par des pronoms masculins, mais par des pronoms féminins, ce qui est très très contemporain. Alors aujourd'hui, on parle non seulement les pronoms, mais les toilettes. Enfin, on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est complètement délirant. Je ne sais plus quelle était la question. J'allais partir sur Trump et je me suis dit retiens-toi parce qu'on a Retailleau nous aussi, donc il faut se retenir. Non, c'était la question que l'existence de cette question de oui, sexe. Les questions, voilà. Alors là, après la transidentité, on peut ou pas choisir d'être opéré. Ça n'a pas tellement d'importance. Mais Héliogabale a vraiment cherché, donc je disais, cette opération. Et les personnes queer, alors là, on ne remplit pas les livres d'histoire, mais on existe depuis longtemps. Et ce questionnement que vous évoquez là, que vous avez lu à l'instant, c'est aussi des questions. Est-ce qu'elles sont appuyées sur des périodes historiques ou c'est justement du contemporain qui vient enrichir ces quelques lignes sur Héliogabale, puisqu'il y en a très peu dans les livres d'histoire.
on a peu d'informations sur ce personnage, très peu. On a très peu d'informations, mais ça on le sait. C'est-à-dire qu'on a vraiment retenu des choses qui étaient qu'elle devait sans cesse répéter, parce que pour qu'on retienne ce détail, alors évidemment on le rattache à la décadence. Regardez-moi, alors on dit que elle veut se faire émasculer, enfin bref, elle n'a pas assez de trous pour être pénétrée, enfin bref, c'est vraiment ça qu'on raconte, mais on le dit quand même. Donc ces interrogations se rattachent à la modernité, je suis d'accord, mais en même temps, c'était de vrais questionnements de l'époque, et il y avait des médecins qui réfléchissaient, des médecins, alors bon, qui n'ont jamais pratiqué d'opération de changement de sexe, mais en tout cas qui le notaient, qu'il y avait des gens qui venaient les voir pour cette raison-là. Alors, Héliogabale, c'est une personne jeune. Qu'est-ce qu'elle vient bousculer, ou qu'est-ce qu'il vient bousculer sur cette période ? C'est-à-dire que Héliogabale va proposer une liberté absolue, une liberté d'être déjà, une liberté sexuelle, une liberté religieuse aussi. Parce que précisément, au lieu de remplacer la religion romaine, il fait venir toutes les religions sous le mont Palatin, qui est donc l'endroit où les Romains viennent le plus prier. Et il dit, on est tous tournés vers un Dieu, donc autant prier ensemble. Donc il y a une forme d'œcuménisme comme ça, l'œcuménisme du cul, comme non. Mais la liberté absolue, ce qui n'est pas absolument pas évident à Rome, malgré une grande liberté, mais surtout chez les riches. Héliogabale propose d'abolir tous les tabous possibles et imaginables, et ça c'est insupportable pour la société aristocratique. Alors, il vient aussi bousculer, en tant que jeune adulte, les questions concernant la transmission, la descendance, puisque là, il s'oppose à la volonté des Julia, en lui disant il faut que tu transmettes, que ton trône possède un héritier, et lui, il refuse, ou elle refuse. Est-ce que c'est parce qu'il se savait, ou elle se savait déjà sans avenir, ou c'est aussi une façon de jouir de l'instant ? Je pense qu'à cet âge-là, et en étant l'être le plus puissant du monde, transmettre, avoir des enfants, ça ne lui vient pas à l'idée du tout, et voir, dans la mesure où Héliogabale a été contrainte de monter sur le trône. Au départ, ça ne l'intéressait pas du tout, ça ne l'a jamais intéressée. Donc elle ne veut pas non plus donner satisfaction plus qu'à sa mère, à sa grand-mère, qui est un personnage horrible, politiquement et humainement. Donc je pense que voilà. Alors elle accepte vaguement d'adopter son cousin Alexandre, qui finira par monter sur le trône sous le nom d'Alexandre Sévère. Et puis après elle y renonce. Enfin bon, non. Elle refuse justement cette idée elle préfère mourir, disparaître, que de laisser quelque chose à qui que ce soit. Certainement pas un héritier pour sa grand-mère. Au fil de la lecture, à partir de quasiment la moitié, un troisième personnage arrive. Que représente ce trio composé, on peut le dire quasiment de 2 hommes et de 2 femmes ? Qu'est-ce qui viennent chambouler dans la vie d'Héliogabale, bien sûr, mais aussi dans la représentation ? On l'évoquait déjà un petit peu tout à l'heure, mais même au-delà, aux yeux du peuple, qu'est-ce que ça vient chambouler ? C'est un trouble qui arrive au pouvoir. D'un côté, on a l'épouse légitime, de l'autre, on a le mari légitime, puisque Héliogabale s'est mariée, mais une cérémonie païenne, alors vous imaginez un peu, avec Hiéroclès. Et Hiéroclès est un ancien esclave, c'est aussi important. Il a été libéré de l'esclavage, de son vivant, j'allais dire oui, quand il était enfant. Il est devenu aurige, donc conducteur de char, c'est un athlète, et il est d'une beauté. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens extrêmement beaux, ils sont effroyables. Ils font peur, en fait. Il y a une sorte de stupeur qui nous saisit parce qu'ils sont génétiquement parfaits, c'est impossible de l'être, et pourtant ils le sont. Donc, c'est quelque chose de... Et lui aussi, du coup, est une créature que tout le monde adule, pour le coup, qui a un corps et un sexe, qui est vénéré pour ça, et qui rentre dans la vie d'Héliogabale comme son grand amour, comme Aquilia, qui est aussi son grand amour. C'est pas de l'amour platonique, c'est vraiment, ils s'aiment tous les trois réciproquement, et sans sans gêne, j'ai envie de dire, sans se dissimuler plutôt, voilà, c'est ce que je voulais dire, librement aux yeux de tous. Et ça bouscule énormément la société, bien sûr. Petite lecture supplémentaire sur la question de l'acceptation. Tu crois que si je m'étais soumise, il m'aurait accepté tel que je suis ? Il m'aurait donc fallu sourire, tendre la patte, contenter tout le monde,
Mais même si ça avait été le cas, ils auraient trouvé quelque chose à me reprocher. Je suis née pour être prêtresse. Je suis née femme dans un corps inconnu. Ici, sous les 1000 yeux qui me scrutent chaque jour, rien n'aurait été toléré de ma part. Alors plutôt que la soumission, j'ai choisi d'être moi. Si cela me tue, tant pis. Héliogabale qui parle. Qui parle à sa 3e femme, parce qu'il s'est marié 4 fois. Alors, Gloria, la grande Vestale, les Julia, femme de pouvoir, et la femme libérée que souhaite être Héliogabale, de quoi ces 3 représentations sont-elles le reflet de la place des femmes encore aujourd'hui? Et comme dirait Joël Kopf, en quoi être une femme libérée, c'est pas si facile? C'est pas si facile parce qu'on sait pas. Enfin, je pense que. Alors, je veux pas parler à la place des femmes ni des féministes qui se battent à juste titre pour tout un tas de causes légitimes, et notamment sur la culture du viol, etc. Mais là, en l'occurrence, pour ces femmes-là, c'est par quel biais peut-on être libre? Et chacune d'entre elles trouve un biais. C'est un biais politique, un biais sexuel, un biais de mise à l'écart de la société, mais c'est une façon pour chacune d'entre elles de construire sa vie en dehors des hommes et de prendre le pouvoir. Pour les Julia, par exemple, ce sont 3 femmes qui prennent le pouvoir. Il n'y a pas d'hommes dans la famille sévère, à part les enfants qu'elles ont mis au monde et qu'elles regardent de très haut. Donc ça aussi, c'est intéressant comme construction. C'est un matriarcat, en réalité. Et ça m'intéresse aussi comme genre de façon de vivre. Ouais. Vous décrivez des scènes de sacrifice d'enfants. Oui, ben ça, c'est parce que c'est pour se faire plaisir. Pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à Héliogabale qui ne voulait pas de descendance? Ou pour me faire plaisir à moi. Mais aussi, page 124, de luxure, de sexe, d'amour, tout comme des scènes d'orgie où se mêlent les corps, le vin et le sang, tel un tableau d'Hermann Nietzsche dans son concept de théâtre des orgies et mystères. Que représente pour vous cette période, ces moments, ces scènes, qu'elles soient à construire, à écrire, et puis surtout qu'est-ce qu'elles représentent en transmission au lecteur? Je trouve ça très jubilatoire à écrire les scènes de sexe et d'orgie, parce que justement, j'ai plusieurs années d'expérience, donc je me suis dit que je pouvais me permettre d'écrire des scènes de sexe. Par contre, des orgies, moins, mais c'était quand même quelque chose qui était très habituel à Rome. C'est pas un cliché, c'est un cliché, mais c'est un cliché véritable, véridique. Donc je me suis dit, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une orgie, qu'il y ait des banquets, d'écrire ce dont ils se nourrissent, la manière dont ils, finalement, quand on est complètement bourré, effectivement, et qu'il y a 300 personnes qui veulent coucher avec vous, bah oui, vous cédez. Vous rentrez à la maison, mais enfin, normalement, vous cédez à Rome. En tout cas, vous cédez pas, vous y allez joyeusement, pardon. Donc voilà, ça m'a... Je sais pas, j'ai voulu donner à voir la manière dont ça se déroulait exactement. Cette espèce de... Tiens, ce soir, il y a un banquet, ça finira en orgie. Ben oui, allons-y, très bien. On se rejoint à 9h, d'accord. C'était un peu ça, en fait, la manière dont ça se passait. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui, bien sûr, qu'on n'imaginait plus déjà dès la fin de l'Empire romain. Donc, c'était vraiment dans ce contexte de l'époque particulier. Et si on en lisait un peu. Si vous voulez. Ah oui, donc la nomachie, c'est, si vous avez vu Gladiator 2, normalement vous savez, mais si vous ne l'avez pas vu, ce qui est probable, c'est quand on faisait... donc le Colisée de Rome était ouvert à tout le monde, donc il y avait 30 000 places, et on laissait de l'eau rentrer dans le Colisée, et les gladiateurs se battaient sur des petites barques. Sauf que pour Héliogabale, il faut autrement. Pardon. Pour le 4e banquet de noces, je réunis le peuple dans le grand Colisée pour une ultime nomachie. 50 000 Romains assis dans l'amphithéâtre attendent ma dernière mise en scène. L'amphithéâtre... Pardon, excusez-moi. Ce n'était pas de l'eau, c'est moi aussi, ça doit être pareil. Ce n'est pas de l'eau, mais du vin qui inonde soudainement l'arène. Des milliers d'amphores déversés. Un double mouvement de stupeur et de jubilation saisit la foule. Il y a là la moitié des réserves de la ville. Lorsque les embarcations remplies de gladiateurs entrent, ils sont accueillis en triomphe. Les vapeurs d'alcool embrument les esprits et font vaciller le public et les combattants. Le sang se mélange au vin, les corps tombent dans cette mer rouge, plus personne ne se souvient de son nom. Et dans toute la ville, je sers aux Romains ce dont ils m'accusent. Des poissons nourris à la chair d'esclaves, de l'alcool issu de toutes les régions de l'Empire, de l'or fondu pour accompagner les plats, des outrances pendant des heures. Aquilia porte une tunique dorée,
Elle est maquillée comme une pharaone, un diadème dans ses cheveux. Je porte une tenue blanche tissée dans ces régions humides. Les tambours remplacent les flûtes, les danses sont frénétiques. Les convives déjà imbriaques ne savent plus où ils se trouvent. Rendus incontrôlables, ils se battent, baisent et s'entretuent. On trempe la viande dans le sang encore chaud. On se couvre de foutre. On rejoint la respiration chaude au centre de la foule. Nous ne sommes plus qu'un. Aquilia est portée en triomphe, les gens applaudissent. Pendant 3 jours et 3 nuits, le palais résonne des hurlements de plaisir et des demandes de grâce. Je fais venir toujours plus d'opium. Ceux qui ne peuvent plus suivre sont remplacés par d'autres. On entasse les cadavres devant les portes. Je ne veux pas dormir, je ne veux pas rêver. Je m'avance vers la mort, les yeux grands ouverts. C'est un vendredi soir un peu fastueux, quoi. Alors, pour écrire ces moments-là, ou d'autres, dans quelles conditions vous vous mettez pour... Il faut être très concentré pour être le plus précis possible. Parce que, justement, le problème de l'orgie, c'est qu'il y a de tout partout. Et si on se met à trop décrire, finalement, ça n'a plus de sens, quoi. C'est un autre genre de livre. Donc, il faut rester extrêmement concentré, encore une fois, pour vraiment essayer de saisir ce que Rabelais appelait la substantifique moelle, l'essentiel de ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire à la fois le sexe et la mort, c'est très freudien, mais c'est la vérité aussi de la manière dont ça se déroulait. Et pour l'écriture, vous mettez quelle est votre technique ou comment est votre approche? Parce que certes, vous concentrez, mais est-ce qu'il y a d'abord de la recherche pour savoir comment ça se constituait à l'époque, ou c'est freestyle et on y va, quoi? Non, il y a beaucoup de recherches. Moi, j'aime beaucoup les historiens et les historiennes qui cherchent des détails. Alors là, en l'occurrence, par exemple, il y avait une phrase que je ne savais pas si c'était vrai ou pas, c'est « La résine de cannabis brûle dans les encensoirs de la chambre impériale ». Et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a du cannabis à Rome? Et oui, c'était considéré comme un bien de première nécessité. Donc, et évidemment, c'est pas moi qui l'ai recherché, c'est un historien qui a mis 40 ans de sa vie à trouver ça. Donc c'est formidable, je leur rends hommage tous les jours. Après, une fois que j'ai réuni toutes ces recherches, j'essaye d'en faire abstraction, pour pas non plus, parce que j'ai pas écrit un roman historique, j'ai écrit un roman à partir d'un personnage historique, donc ça me permet aussi une liberté, la liberté de réinventer certains passages. Ensuite, je pleure. Je me dis que je suis nul et que j'y arriverai jamais. Puis je me mets à écrire. Puis je dis que c'est nul. Puis en fait, jusqu'à ce que ce soit moins nul, que ça me convienne et que je me sente de le faire lire à quelqu'un. Et là, à partir de là, il y a un travail avec mon éditrice qui me fait des retours et voilà. Et je retravaille à partir d'une base un peu plus solide Mais ce début est très très flou. Avant la première version, c'est très compliqué. Alors, je me souviens sur l'ouvrage précédent, quand vous étiez venu, vous disiez qu'il y avait un gros travail justement avec votre éditrice sur l'échange dans Fantaisie guerrière. Il y avait aussi du vocabulaire, de la grammaire qui avait été reconstitué. Un peu moins présent dans cet ouvrage, même si à partir du moment où Héliogabale se féminise, il y a un changement aussi de vocabulaire, il y a de la féminisation, il y a un changement de vocabulaire. Comment vous l'avez travaillé, ça aussi ? J'ai de la chance d'avoir une éditrice qui avait déjà travaillé, alors c'est pas la même que pour Fantaisie guerrière, mais elle avait déjà travaillé sur Fantaisie guerrière, elle s'appelle Elsa Lagrange, je la salue pour la caméra. Et c'était très facile parce qu'elle me connaît, donc elle savait à peu près comment elle me connaît en tant qu'auteur, donc elle sait comment je pense, comment je réfléchis, comment je construis les choses et comment elle peut s'opposer à moi ou me dire oui mais là il faut. Moi j'aime bien les rapports frontaux, c'est-à-dire j'aime pas du tout qu'on passe. Je fais le geste, j'ai pas les mots, je sais plus parler français. Donc par exemple s'il y a un truc qui va pas, j'aime bien qu'on me dise là non on comprend rien. Ou faudrait changer tel, ça n'a pas de sens, ou là tu peux pas utiliser ce mot-là parce que c'est pas du tout ce que ça veut dire. Donc c'est plus des échanges comme ça que je préfère et c'est ce que j'ai pu avoir avec Elsa et en même temps tout en douceur et tout en gentillesse bien sûr parce qu'on n'est pas là pour se foutre sur la gueule mais pour que le livre paraisse et qu'il soit le mieux possible. Voilà. Ça dure plusieurs mois jusqu'à le fameux BAT, donc le moment où il est envoyé à l'imprimeur et c'est terminé, on ne peut plus y toucher. Alors si Héliogabale bouscule Rome et les arcades du pouvoir en créant une parenthèse libertaire, hurlant nos futurs, qu'en est-il pour le peuple ? N'est-il qu'un jeune garçon irresponsable, jouisseur abusant de son pouvoir ?
ou échappant à tout contrôle, surtout de ce matriarcat. Comment il est perçu et quel est son rapport avec le peuple? Parce que c'est un peu évoqué, mais pas tant que ça. C'est vrai parce que il est adoré du peuple, puisque quand il sort dans la rue, il jette de l'or, donc les gens l'aiment beaucoup pour ça. Et par contre, ce qu'il y a, ce sont les soldats. Les soldats le vénèrent, parce que quand il apparaît comme ça, la première fois qu'il arrive de Syrie et qu'il rentre dans Rome et qu'il fait son discours à l'armée, tout d'un coup, ce qu'il voit apparaître, c'est ni un homme ni une femme, mais quelque chose d'autre qui est un charisme qui les stupé, qui leur coupe le souffle, littéralement, c'est ce que dit John Crassus. Donc il devait avoir quand même, physiquement, et j'ai envie de dire, il devait quand même être extrêmement puissant. Elle devait être extrêmement puissante dans la manière dont elle se présentait, c'est-à-dire quasiment comme quelque chose de mystique. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les soldats qui la lâchent à la fin, mais ce sont les derniers à la lâcher. Tous les autres l'ont lâché avant. Les soldats ont toujours peur de toucher Héliogabale parce qu'on a peur de toucher une créature issue des dieux ou de Dieu. Pour moi, ça fait écho à Jeanne d'Arc dans Fantaisie guerrière, où aussi elle arrivait, elle impressionnait. C'est quoi pour vous ces personnages fascinants? Tout d'un coup, dès qu'il y a du sacré, en tant qu'athée, c'est ce qui m'attire le plus. C'est-à-dire, voilà, Jeanne d'Arc, vous avez raison, c'est un personnage considéré comme sacré, c'était quelqu'un d'impressionnant, c'est quelqu'un qui a laissé une trace, et il y a énormément de choses sur Jeanne d'Arc. Héliogabale, c'est la même chose, elle avait un corps sacré, elle était considérée comme un être sacré, il y a quasiment rien sur elle, par contre, contrairement à Jeanne d'Arc. Mais dans tous les cas, c'est comme ça des gens qui font irruption dans l'histoire, et on ne sait pas très bien comment il est possible qu'ils en soient arrivés là. Pourquoi la bergère est arrivée, enfin, elle n'était pas bergère, mais comment Jeanne d'Arc est arrivée comme ça à la cour, alors qu'il y avait 15 autres Jeanne d'Arc, pour de vrai, c'est elle qui a été choisie. Pourquoi Héliogabale, même si elle a régné que 4 ans, a représenté cette liberté-là, qui a été contrebalancée par celle de son cousin, mais alors Alexandre Sévère, Héliogabale finit démembré par ses troupes, et Alexandre Sévère, son cousin, donc, il va faire exactement l'inverse, va finir démembré par ses troupes. Mais finalement, rien ne fonctionne avec le peuple de Rome. L'ordre ou le désordre, je pense que c'était une période qui était proche du gouffre, et donc finalement, il y a tout le monde finit dans le gouffre. Tout le monde censure les gouvernements. Oui. Ce qu'il faudrait faire tout le temps. Enfin bon, bref. Alors dans Fantaisie guerrière, vous nous proposiez des menus. Dans Ravagé de splendeur, des recettes. Oui, à essayer chez soi. Voilà. D'où sortent ces recettes et que représente la cuisine pour vous? J'adore la cuisine, j'adore cuisiner, mais surtout je voulais savoir ce que mangeaient les Romains, et je me suis rendu compte que, alors ce sont des recettes qui existent vraiment, langue de flamand rose au miel ou cou de girafe farci. C'est bon, faut choper une girafe, mais on peut tenter ça dimanche. C'était des plats les plus réputés. Ça vient de l'art culinaire d'Accupus, donc qui est un ouvrage lacunaire où il manque vraiment. Des fois, on n'a que le titre de la recette, des fois, on a la recette complète, des fois, et surtout, il utilise des ingrédients. Par exemple, le garum, on ne sait pas du tout ce que c'est. Oui, on sait ce que c'est maintenant. Ça ressemble à la sauce soja salée, mais au départ, si vous voulez, c'était des ingrédients dont on ne connaissait pas exactement la composition. Quand c'était les ingrédients là, je les ai gardés. Quand les recettes étaient lacunaires, j'ai complété avec la cuisine de Maïté, qui pour moi c'est la plus grande cuisinière de l'humanité. Et elle est morte, elle est malheureusement morte avant que j'ai pu lui envoyer le livre pour la remercier. Bon. Alors, et pour ceux qui souhaitent se mettre en appétit, je vous invite à découvrir les recettes donc de cou de girafe farci, d'agneau en flûte, des langues de flamand rose au miel, à moins que ce ne soit des vulves de truie, je confonds toujours. Oui. Moi, Les vulves de truie, c'était vraiment le plat préféré des Romains, c'est les grandes tables qui servaient les vulves de truie. Hein. C'est un mets à essayer donc pour les... Oui, tout est bon dans le cochon. Ouais. Alors, je vous laisse découvrir le roman de Guillaume Lebrun, Ravagé de splendeur, paru aux éditions Bourgois, retraçant le personnage étonnant d'Héliogabale pendant son règne sur l'Empire romain, interrogeant sur son identité sexuelle et sa passion amoureuse pour la grande Vestale et pour un esclave grec. Héliogabale meurt assassiné en 222,
Plusieurs des mesures d'Héliogabale sont annulées durant le règne d'Alexandre Sévère. Héliogabale est victime d'une abolitio nominis. Alors, je suis très très mauvais en latin. Heureusement qu'il y a un dictionnaire, un index à la fin qui m'a sauvé à plus d'une fois, c'est-à-dire à une condamnation post-mortem à l'oubli. Oui, c'est un effacement de l'histoire, des statuts, de tout ce qu'il a pu faire et dire. Mais justement, ça a été conservé quand même par les chroniqueurs de l'époque et par leurs successeurs. C'est majoritairement des hommes. Et donc, c'est comme ça qu'on a su qu'Héliogabale avait vraiment fait certaines choses. Alors, on a découvert très récemment qu'on pensait que les historiens exagéraient, et on a découvert assez récemment que beaucoup des choses dont Héliogabale était accusé s'étaient réellement passées. Était même minimisé d'ailleurs. Minimisé, oui. C'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup plus que ce dont on l'accuse. Et ça me la rend encore plus sympathique, du coup. C'est vrai que sacrifier les enfants sur le mont Palatin, c'est pas commun, quoi. Guillaume Lebrun, merci pour vos réponses et merci d'avoir levé cette condamnation. Merci à vous. Alors, merci à Radio Lodève pour l'enregistrement et la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci à Nathan pour les prises de vue, le montage et la mise en ligne des rencontres de la librairie que vous pouvez retrouver sur notre site internet un.trait.fr. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter via notre site internet pour être informé des prochains événements. Merci et à bientôt. Merci.